Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. Et aujourd'hui, je vais m'adresser autant aux joueurs qu'aux maîtres du jeu. Et je pense même que ça va concerner directement les joueurs. C'est un sujet qui m'a été suggéré par Jenny, avec qui j'ai tourné un café JDR il n'y a pas longtemps sur les émotions. Je vous invite à regarder sur la chaîne, c'était très intéressant et ça a beaucoup intéressé les gens apparemment, on a eu de bons commentaires. Bref, et elle m'a inspiré ce sujet parce qu'il est vrai que sur la chaîne, j'ai beaucoup de conseils aux maîtres du jeu. Ou en tout cas, je partage mes astuces de MJ, mes propres réflexions à ce sujet-là pour vous inspirer. Et je m'adresse assez peu aux joueurs directement. Aujourd'hui, on va parler du passif de leur personnage, comment construire un passif qui va être utile au maître du jeu, qui va servir d'outil pour améliorer l'expérience narrative des joueurs. Parce que là, les joueurs ont une forte responsabilité en réalité. Certes, c'est le maître du jeu qui va inventer l'univers, ou en tout cas qui va le construire, c'est lui qui va penser à des intrigues, qui va gérer tous les PNJ, mais on a déjà vu d'ailleurs sur ma chaîne comment les MJ pouvaient améliorer leur expérience créative, c'est en se créant de la matière pour éviter le syndrome de la feuille blanche. Eh bien je pense que les joueurs peuvent aider le maître du jeu en donnant de la matière afin que ça l'inspire. Et en plus, puisque ça va lui permettre finalement de connecter le passif du personnage à son intrigue, à ses histoires, au moins de manière ponctuelle, eh bien ça va vraiment permettre aux joueurs de se sentir impliqués. Ça fait toujours plaisir de voir le côté personnel revenir dans l'histoire. J'aime à le dire, vous le savez maintenant, personnel et viscéral sont les meilleures histoires, et donc il en est de la responsabilité du joueur de produire un passif qui sera exploitable. On a des joueurs qui sont très motivés et qui vont pondre un historique de plusieurs pages, une histoire d'un personnage très élaboré, ou pas forcément d'ailleurs, enfin bref, narratif qui peut être très plaisant à lire, mais ça ne veut pas dire que le contenu sera exploitable par le maître du jeu. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment évolué au fil des années. J'aimais bien, moi, les pavés d'historique des joueurs en tant que MJ, et en réalité, ça m'est beaucoup moins utile que quelques éléments dont je vais vous parler, mais qui vont vraiment me servir d'outil et d'inspiration pour amener le personnage et donc le joueur dans l'histoire. Et c'est pour ça que cette vidéo elle est aussi dédiée au maître du jeu, parce que comme ça, vous pourrez utiliser ces pistes et peut-être les suggérer à vos joueurs, en plus d'autres que ça vous inspirera, bien évidemment, et je l'espère. Donc, encore une fois, on va se concentrer là-dessus, sur comment rendre un passif exploitable, pas seulement en écrivant une histoire extrêmement longue que le maître du jeu ne pourra pas réellement exploiter. L'erreur la plus courante, j'y reviendrai peut-être, mais c'est d'avoir une histoire dans laquelle finalement tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans l'histoire sont résolus. Et finalement, l'histoire, elle est très belle, mais elle est terminée. Donc, il faut laisser beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de choses ouvertes dans l'histoire. Bref. Donc, on va commencer par ce qui, à mon sens, est le plus important pour créer le passif d'un personnage joueur. Je pense que même si on se cantonnait à ça, ça pourrait suffire. C'est pas optimal, mais ça peut suffire. Ce sont les relations du personnage. Ses amis, ses ennemis, ses rivaux, sa famille, ou tout autre type de relation d'ailleurs. Ça devrait être, à mon sens, la première. Ça devrait. Ça peut être une première étape à la création du passif parce que ça va étoffer le personnage. Je pense qu'un personnage existe aussi par rapport à ses relations, aux différentes relations qu'il a et surtout comment ces relations sont constituées. Ça va vraiment donner matière. Je pense qu'une erreur fatale, c'est le loup solitaire, celui qui n'a plus personne pour qui se battre, donc plus rien, pourquoi se battre, et qui n'a rien à craindre que pour sa propre vie à lui. C'est beaucoup moins intéressant. Et en plus, vos relations, les relations de votre personnage, sont en fait des PNJ potentiels pour le maître du jeu. Et donc, ils sont par essence les meilleurs outils à lui donner, au maître du jeu, afin qu'il puisse intégrer votre personnage personnellement à l'intrigue, et donc amener son passif dans l'histoire. Quoi de plus facile que de ramener un passif en amenant un personnage lié à ce passif? Le personnage va pouvoir, le PNJ qui vient des relations, va pouvoir aller parler directement au personnage joueur, donc c'est un outil parfait pour faire le pont entre l'intrigue globale et les éléments personnels des personnages. Donc pourquoi s'en priver? Je ne dis pas qu'il faut écrire tout un panel de dizaines et de dizaines de PNJ ou de relations liées à votre personnage joueur. Je pense pas d'ailleurs que ce soit la solution. Le maître du jeu ne pourra pas tout exploiter.
Donc, faut pas aller dans la surenchère, mais à mon avis, il en faut quelques-unes. Ça ne veut pas dire que le maître du jeu exploitera tout, encore que, mais en tout cas, il va pouvoir puiser dedans. Et sans même y penser au départ de la campagne, peut-être que, alors qu'il se disait, tiens, ça, je vais peut-être le laisser de côté, c'est pas une relation exploitable, peut-être qu'en fait, cette relation va devenir exploitable au fil de la campagne parce que les choses vont s'imbriquer correctement. Donc ça donne vraiment de la matière initiale et de la matière potentielle pour la suite de la campagne au maître du jeu. Et ça, c'est la responsabilité des joueurs d'y penser, de travailler à ces relations. Comme je le disais, des amis, des ennemis, des rivaux, c'est pas tout à fait la même chose, et bien sûr de la famille à laquelle ils tiennent, ou pas d'ailleurs, hein, tout dépend du type de relation. Vous avez certains joueurs qui voient la famille et les amis comme des billes données au maître du jeu pour les faire souffrir, pour les faire perdre, pour les perdre tout court. Et honnêtement, je pense vraiment pas qu'il faille voir les choses comme ça. Ce sont, à mon avis, des moyens faciles pour amener du drame, de rendre l'histoire que les joueurs vont vivre vraiment, encore une fois, personnelle et viscérale. Alors attention, pour le coup, à la tentation des maîtres du jeu de vouloir systématiquement massacrer tous les amis et toute la famille des joueurs, parce qu'après, effectivement, ils ne voudront plus le faire. Je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver, d'ailleurs c'est sans doute souvent une épée de Damoclès qu'on peut avoir au-dessus de la tête des joueurs, donc il n'y a pas de problème, le risque est là, mais n'allez pas systématiquement forcer le sacrifice ou la mort des amis et la famille. Ils doivent pouvoir survivre, parce que, pas forcément toujours, mais parce que si vous en abusez, effectivement les joueurs ne voudront plus créer de la famille et des amis, ils se diront à quoi bon. Donc ils doivent être des outils, ils doivent peut-être parfois être mis en difficulté, parfois servir de conseil pour les joueurs, parfois être impliqués, parfois se retrouver chez les méchants, pourquoi pas, ou en tout cas chez les ennemis des joueurs et s'en rendre compte. Bref, ils vont amener de l'histoire, ils vont amener du drame, et ils vont amener une chose dont je parle très souvent, c'est les conflits d'intérêts, potentiellement, ou les choix cornéliens, lorsque de la famille ou des amis sont impliqués et dont la présence peut parfois aller à l'encontre des objectifs du groupe ou de l'intrigue, disons, principale, pour faire simple, ça devient tout de suite très intéressant. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, développer des relations pour vos personnages. Vous pouvez même détailler le type de relation que vous avez avec ces gens de votre entourage, vous pouvez même être un peu précis, parce que ça ne sera jamais des détails qui seront inintéressants et dont on ne pourra pas se servir en jeu. Pour le coup, ce sont des billes, pour reprendre le terme, pour le maître du jeu, pour interpréter ces PNJ et leurs réactions, leur comportement à l'égard du personnage joueur. Vous pouvez également, dans le cadre de ces relations, avoir des gens qui sont morts ou des gens disparus. J'inclus ça dans les relations parce que vous les avez eus. Alors encore une fois, n'en abusez pas, parce que si tous les gens sont morts, ils n'ont plus d'intérêt réel. Mais avoir des gens morts peut finalement vous inspirer déjà quant aux aspirations du personnage. D'ailleurs, je vais y venir, parce que quelqu'un qui est mort, vous pouvez vouloir, je sais pas, le rendre fier, ou le venger, ou toute autre chose. Le personnage, la relation qui est morte peut toujours planer au-dessus du personnage, et pourquoi pas, de temps en temps, finalement ne pas être morte. Bon, ça peut arriver aussi, mais il ne faut pas en abuser non plus. Même si, dans certains contextes, on peut le faire, mais c'est un autre sujet. Donc voilà pour le premier point, extrêmement important. Ensuite, je vous parlais des aspirations du personnage. Ça, c'est pareil, c'est à mon avis très important. C'est plus purement centré sur le personnage lui-même, les aspirations. Et d'ailleurs, je précise qu'on n'a toujours pas abordé l'historique. Hein. Là, il n'y a pas d'historique, même si des éléments peuvent commencer à surgir, tandis que l'on pense aux relations et à la manière dont elles se sont créées. Forcément, ça va conceptualiser un peu de l'historique. Mais vous voyez, c'est plus intéressant d'avoir un historique qui va se construire peu à peu autour de piliers exploitables comme les relations, que d'avoir d'abord l'historique et ensuite d'y accoler des relations. Je reviens donc aux aspirations. Les relations complètent un personnage horizontalement. L'aspiration ou les aspirations vont lui donner une sorte de verticalité et un futur potentiel. C'est ce qu'il veut dans la vie, ce vers quoi il veut tendre. Alors ça peut être précis, ça peut être une vengeance, ou ça peut être plus général, la connaissance, ou toute autre chose, trouver la paix, ou retrouver un sens à sa vie, que sais-je. On peut aller loin, on peut aller sur des sujets philosophiques ou des sujets beaucoup plus pragmatiques. Il peut y avoir des objectifs matérialistes aussi, d'autres objectifs personnels. Et ça va être, à mon avis, l'une des forces vives
du personnage joueur. Donc c'est un outil d'interprétation pour le joueur lui-même, parce qu'il va savoir vers quoi il veut tendre, et il va pouvoir réagir aux différents choix qui lui sont soumis au regard de cette aspiration. Est-ce que c'est en ligne avec mon aspiration, ou est-ce que cela va à l'encontre de l'aspiration? Et le MJ va pouvoir jouer avec ça. Il va pouvoir, en connaissant ses aspirations, tenter d'aligner les buts personnels du personnage avec l'intrigue, ou au contraire parfois les faire entrer en conflit pour amener des choix cornéliens. Mais dans tous les cas, ça lui fait un référentiel. C'est ce qui va lui permettre d'intégrer le passif de votre personnage en vous donnant une raison de suivre les éléments dont il va assaisonner là où les intrigues principales, pour que vous y sentiez connecté personnellement. Donc c'est tout aussi important que les relations. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, les relations peuvent être à l'origine des aspirations du personnage. C'est souvent dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je l'ai suggéré en étape 2. Mais bon, il n'y a pas forcément de règles gravées dans le marbre, évidemment. Pourquoi également c'est important? Parce que si le maître du jeu n'a pas ces éléments et ne peut pas les connecter à l'intrigue principale, tout ce qui a trait à votre passif, les relations, etc., risque de devenir des quêtes secondaires. J'ai pour habitude de dire que dans mes campagnes, il n'y a pas de quête secondaire. Il n'y a pas d'intrigue secondaire, ça n'existe pas, y compris les intrigues personnelles des joueurs. Ça peut paraître bizarre parce qu'on entend souvent le fait que de temps en temps il y a un épisode dédié à un joueur parce qu'il a son intrigue personnelle secondaire en parallèle de l'intrigue principale. Je trouve que c'est beaucoup moins efficace que de faire en sorte que l'élément personnel finalement intervienne d'une manière ou d'une autre dans l'intrigue principale. Et c'est souvent via les aspirations que c'est possible, que ce pont se fait, d'où leur importance. Et dans ce cas-là, c'est pas une quête secondaire, c'est pas une intrigue secondaire, ça fait partie de l'intrigue principale et il se trouve simplement que le personnel arrive en jeu également dans cette intrigue principale, ou tout simplement dans l'intrigue. S'il n'y a pas d'intrigue secondaire, il n'y a pas d'intrigue principale, il y a l'intrigue. C'est aussi finalement d'autres outils pour que le MJ puisse proposer quelque chose dans son intrigue, dans sa conception de campagne, en donnant des raisons aux personnages qui constituent le groupe de suivre ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que ça va aller forcément dans un sens prédéterminé, mais au moins ils vont avoir une raison de s'y intéresser si c'est lié aux éléments personnels. Il va vous donner une raison de suivre l'intrigue et de vous impliquer personnellement. Et donc vous, en tant que joueur, vous vous sentirez plus concerné par l'intrigue. Elle aura plus d'importance à vos yeux. Il ne faut pas se leurrer, souvent, c'est quand on fait rentrer le personnel que les choses deviennent vraiment viscérales, qu'on y tient et qu'on se met à frissonner à l'idée de vivre ces choses-là. Je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, mais n'hésitez pas effectivement à faire le pont aussi entre les gens morts de vos relations et les aspirations. Souvent, il peut y avoir des liens et ça peut donner de la substance à des gens qui ne sont plus là. C'est assez original, n'en abusez pas, bien sûr. Ça peut être des personnes qui ont influencé ou des gens que vous voulez venger ou retrouver dans le cas des personnes disparues. C'est aussi des pistes assez simples, assez évidentes, mais quelqu'un dont vous ne savez pas où il est, vous pouvez vous dire que le maître du jeu va l'exploiter d'une manière ou d'une autre. L'intérêt est qu'il ne vous dise pas comment. Là, il va prendre donc des libertés forcément avec le personnage disparu de votre passif en s'appuyant potentiellement sur des éléments que vous lui aurez donnés dans les détails. Et donc, je le répète, l'aspiration profonde du personnage, ou les aspirations, mais souvent il y en a une qui est vraiment constitutive du personnage, c'est vraiment sa force vive et c'est un guide dans la trajectoire du personnage et dans les choix qu'il aura à effectuer au cours de l'histoire. Une fois que vous avez tout ça, et quand je dis tout ça, vous voyez, il n'y a pas tant de choses, mais ce sont des socles. Là, vous allez pouvoir conceptualiser l'histoire. Déjà, elle a dû sans doute se créer un petit peu déjà lorsque vous avez pensé aux aspirations, parce que vous allez forcément vous poser la question de pourquoi il a ces aspirations, donc ça va mener à des réponses quant à son histoire, à l'historique chronologique. Vous allez pouvoir maintenant intégrer ces éléments que vous avez développés à une chronologie. Je le répète, je ne suis pas en train de vous dire de pondre un roman. Parfois, un paragraphe suffit. Je vous avoue que moi, quand je crée un personnage, alors c'est une méthode qui m'est propre, tout le monde ne le fait pas, et il n'y a pas du tout d'obligation, mais j'aime bien écrire un paragraphe sur mon personnage
qui va reprendre des éléments auxquels j'ai pensé, justement, donc je viens de les décrire avant, et écrire un personnage sous une forme narrative, parce que ça me permet de m'imprégner du canon esthétique de mon personnage, en même temps que je suis en train de créer une chronologie à partir des éléments auxquels j'ai réfléchi. Donc ça permet d'avoir les deux. Et donc j'ai envie de dire, la chronologie, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est le pourquoi il a de telles aspirations, comment il s'est fait les amis qu'il a déjà mentionnés. Et souvent, lorsqu'on commence à poser ces questions, comment il s'est fait ses rivaux, comment il s'est fait ses ennemis, eh bien, le comment va devenir l'histoire, le background, le fameux background du personnage. Et c'est souvent à partir de ces éléments du comment que le maître du jeu va avoir des idées pour la manière dont il les intégrera dans l'intrigue. Forcément, parce que souvent, le comment on s'est fait ses rivaux, ses amis, etc., représente la raison pour laquelle ils peuvent revenir dans l'histoire que vous allez vivre au cours de la campagne. Donc c'est aussi très important. Mais le fait d'avoir pensé aux aspirations et aux relations avant l'histoire, ça va vous permettre de créer une histoire qui est centrée autour de ces éléments exploitables. Donc vous avez moins de risques d'avoir une histoire avec beaucoup d'éléments finalement que le MJ ne pourra pas utiliser. Ça sera vraiment que de l'utile. C'est pour cette raison que je dis qu'il vaut mieux un noyau dense et utile plutôt qu'une dizaine de pages où le MJ va devoir chercher et fournir un effort pour trouver les éléments qui sont réellement exploitables. Je vous avoue qu'en tant que maître du jeu, je n'aime plus faire ça. Pendant longtemps, je lisais l'histoire et maintenant, non, j'ai plus le temps pour ça. Donc j'ai besoin de tout de suite avoir la substance utile lorsque les joueurs me donnent ce qui concerne leur personnage. Donc faites tout de même concis. Pensez exploitable. Également, n'hésitez pas, ça rejoint un peu à l'idée des personnages disparus, à laisser des blancs dans l'histoire chronologique. Il doit y avoir des éléments de l'histoire que il peut y avoir des éléments de l'histoire que votre personnage ne sait pas, ou lui-même s'est posé des questions. Comment ça a pu se passer exactement? Comment son rival a pu être là avant? Comment se fait-il qu'il a retrouvé tel ami mort en rentrant chez lui alors qu'il l'a vu 10 minutes avant? Que sais-je? Et le joueur n'est pas obligé de trouver des réponses. Ça va laisser des pistes ouvertes. Vous savez que le maître du jeu rebondira là-dessus. Ce sont des perches que vous lui tendez qui ne sont pas forcément subtiles, mais ça n'est pas grave. Car c'est un moyen de lui envoyer le message et de dire voilà, ça m'intéresse. J'aimerais découvrir des choses qui ont trait à cet élément de mon passé. C'est la manière de le dire. Il n'y a pas de mal à ça et ça ne supprimera pas du tout l'opportunité d'une surprise puisque vous ne savez pas du tout comment ça reviendra. Posez-vous également la question dans l'histoire de la place que prennent vos différentes relations. Au-delà du comment ces relations se sont créées, c'est quelle est la place de ces relations actuellement dans la vie du personnage. Donc, vous voyez, on est déjà un peu sorti de l'aspect historique, chronologique. Il y a aussi le ici et maintenant. Où sont-ils? Que font-ils? Peut-être ne le savez-vous pas d'ailleurs. Je joue une campagne actuellement au cours de laquelle, lors de la session 0, on avait discuté des relations des personnages, mais c'était des relations il y a 13 ans par rapport au début de cette campagne, parce qu'ils revenaient dans une ville qu'ils avaient quittée 13 ans auparavant. Eh bien, vous voyez, ça a été des pistes pour moi de construction de l'univers dans lequel on allait jouer, parce que je suis parti de ces personnages non joueurs et je me suis dit, très bien, dans l'histoire des personnages joueurs, ils étaient là, maintenant 13 ans ont passé, où pourrait-il être? Qui pourrait-il être aujourd'hui? Comment ont-ils pu évoluer? Et donc, mes joueurs retrouvent des gens qu'ils connaissent, qu'ils ont créés dans leur histoire, mais sous une forme différente, dans un contexte différent. Et ils voient comment ils ont évolué. Ça donne un dynamisme tout de suite. Et en plus, c'est valorisant parce que ça reprend ce qu'ils ont créé. Et ces gens-là deviennent souvent des PNJ importants. Enfin, je pense que c'est la dernière touche. Dans cette histoire que vous créez en connectant encore une fois tous ces éléments, n'hésitez pas à créer des conflits existants, des problèmes, et qui, encore une fois, qui ne sont pas résolus. Dans cette histoire, il y a des problèmes et ils sont toujours ouverts, ils sont toujours en cours. Vous avez quelque chose qui n'est pas réglé avec telle personne, ou vous avez perdu toute votre fortune et c'est encore le cas au moment présent. C'est vraiment le plus important parce qu'un maître du jeu, on l'a déjà vu, je ne suis pas le seul à le dire, n'est pas juste un conteur. Certains diront qu'il n'est d'ailleurs pas du tout un conteur, je ne suis pas trop d'accord. Ils diront qu'il est un créateur de problèmes.
que les joueurs doivent ensuite résoudre. Eh bien, c'est encore plus simple lorsque les joueurs ont créé des problèmes, parce que comme ça, le maître du jeu n'a même pas ça à faire, il a juste à trouver un moyen d'intégrer ces problèmes à l'histoire que l'on va jouer au cours de la campagne. Et là, c'est vraiment le meilleur moyen de vous donner du personnel et du viscéral, parce que vous allez vous retrouver dans des problèmes que vous avez vous-même imaginés, et vous allez forcément vous sentir extrêmement concerné lorsque vous allez devoir les résoudre dans le cadre de la campagne. Donc vraiment pensez création de problèmes et éléments non résolus, car évidemment, ils reviendront en jeu, ça c'est le rôle du maître du jeu de le faire. Je vais vous dire un truc qui est peut-être un petit peu de l'auto-flatterie, on va pas se mentir, mais c'est pas pour ça que je vous le dis en réalité. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, non, je pense que je lui parlais d'un personnage que j'avais créé dans une autre campagne en tant que joueur, et j'avais dit, je me suis un peu retrouvé à être le centre de l'attention ou de l'histoire en cours. Et elle m'a répondu, mais en fait c'est toujours le cas quand tu joues, parce que en tant que MJ, tu dois avoir un biais. Tu donnes matière. Donc en fait c'est ça, c'est pas que le personnage il est mieux ou moins bien que d'autres, c'est pas ça qu'il est plus intéressant au sens strict, c'est que en tant que maître du jeu, j'ai un biais, je sais ce que moi j'aimerais qu'on me donne en tant que personnage joueur. Et donc je le donne au MJ. C'est une manière de lui donner de la matière. Et en retour, eh bien ça me fait plaisir parce que mon personnage il est impliqué, il a des choses personnelles. C'est pour ça que pour un maître du jeu, c'est aussi important de savoir tout ça parce que vous allez avoir des joueurs qui auront naturellement plus cette vision, ils vont vous donner des outils, et vous avez des joueurs qui seront un petit peu moins à l'aise avec ça et qui vont proposer des choses qui seront plus difficiles à exploiter pour vous. Et plutôt que de les laisser pour compte et de laisser les choses comme ça, encouragez-les plutôt en leur disant clairement ce dont vous avez besoin, parce qu'ainsi il y aura moins de disparité autour de la table dans l'attention qu'on pourra donner aux personnages joueurs à titre personnel. Vous voyez, c'est aussi important à ce titre-là, ça peut vraiment avoir un impact sur l'amusement de chacun d'entre eux au fil de la campagne. Et dernier point, ça ira très vite, en tant que joueur, il faut vraiment impliquer le MJ. Alors évidemment, c'est aussi au MJ de s'impliquer et de prendre l'initiative de s'impliquer, mais faites de tout ça un dialogue entre les personnages et les joueurs et le MJ. Parce qu'à mesure que les joueurs vont proposer des choses au maître du jeu, il va rebondir dessus en sachant lui ce qu'il a aussi envie de faire, en ajustant, en proposant des ajustements. Vous-même, vous allez lui proposer des contre-propositions et ainsi de suite, vous allez escalader ensemble et ça va donner quelque chose de vraiment intéressant sur lequel vous serez tous les deux d'accord, et ce qui a le plus de chances d'arriver à un contentement et une sorte de consensus au moment où ces choses interviendront dans la campagne. Donc voilà la conclusion de ça, lorsqu'on construit un passif de personnage, lorsqu'on pense son personnage, il faut penser exploitable pour le maître du jeu, avec tout un tas de relations dynamiques, avec des sujets et des problèmes ouverts et non résolus, afin de préparer le terrain pour une intensité narrative personnelle et viscérale, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura inspiré surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, on approche des 400 abonnés, je le précise, donc n'hésitez pas, on va essayer de les dépasser. Et puis, n'hésitez pas également à rejoindre le Discord, le lien est en description, et à aller visionner ma chaîne secondaire dédiée aux Actual Play. Le lien est également en description. Je vous dis à très bientôt.